L'Institut Friedland a décidé de se saisir de cette question, donc sur la question de la fiscalité environnementale, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet d'actualité récurrent, comme on peut le voir avec les déclarations de Trump sur la COP21, nos problématiques de pics de pollution, les problématiques de circulation alternée dans les villes, ou encore sur des sujets à un niveau plus européen, avec le Parlement européen qui réfléchit à davantage de ressources vertes pour le budget. Il y a donc un enjeu environnemental majeur et une responsabilité à prendre sur cette question. Et face à cela, un outil, la fiscalité environnementale, qui est censé venir modifier les comportements en faveur de l'environnement. Pour autant, la fiscalité environnementale, aujourd'hui, ne joue pas pleinement son rôle. Elle présente trois caractéristiques majeures. La première, elle est encore trop faible par rapport à ce qui se pratique dans d'autres pays européens. En effet, si on regarde son poids, le poids de cette fiscalité environnementale en pourcentage du PIB, on est en France à un niveau de 2%, ce qui se situe par rapport aux autres pays de l'OCDE entre 1 et 4%. Mais comparé à la pression fiscale sur le travail et sur les entreprises qui vient freiner l'investissement et l'innovation, on est sur des ordres de grandeur beaucoup plus grands, de 18 à 30%. Donc, on le voit bien, cette fiscalité occupe encore une place trop faible. La deuxième caractéristique importante à souligner, c'est qu'elle est encore trop éparpillée, avec une multitude de taxes, de petites taxes sans effet, du fait notamment de signaux prix inadaptés qui ne permettent pas d'activer pleinement les changements de comportement. Et on a un manque de cohérence d'ensemble, comme en témoignent justement des exonérations qui sont parfois sans lien avec l'objectif environnemental, voire même en contradiction avec celui-ci. Et un exemple récent mérite d'être retenu avec le rapport de la Cour des comptes publié en novembre dernier, qui montre qu'on a une évolution, une diminution des dépenses fiscales en faveur de l'environnement, qui viennent du coup, qui deviennent inférieures à celles qui sont défavorables à l'environnement. Donc on a là une politique relativement peu cohérente et une approche fragmentée sur ces questions. Pour répondre à cette problématique-là, une solution pourrait être de creuser la voie du Green Tax Shift. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire monter en puissance des taxes environnementales, dans une perspective plus incitative, et que cette montée en puissance puisse être compensée par une baisse d'autres impôts, notamment sur la fiscalité sur le travail. Ça permettrait, cette redistribution permettrait de redynamiser l'économie tout en conservant une cohérence d'ensemble. Alors sur cette montée en puissance de la fiscalité environnementale, les débats sont nombreux de se dire est-ce qu'on doit privilégier une fiscalité purement incitative, est-ce qu'on doit mixer une fiscalité incitative et de rendement, les deux peuvent être possibles, selon la façon dont on va utiliser les différents outils dont on dispose, que ce soit l'assiette, l'élasticité prix, des niveaux de taxation. Plus on va vers des élasticités prix élevés, avec des niveaux de taxation élevés et des assiettes bien ciblées, plus on est dans une direction d'une fiscalité purement incitative. Définir des trajectoires de taux sur la durée permettrait aux entreprises de disposer de davantage de visibilité, de stabilité, pour pouvoir anticiper ces évolutions de coûts dans leur stratégie de développement, dans leur stratégie d'innovation et d'investissement à venir. S'agissant du deuxième volet de ce Green Tax Shift, c'est-à-dire de compenser cette hausse des taxes environnementales par une baisse d'autres impôts sous la forme d'allègement de charges sur les entreprises, on a des exemples intéressants, notamment avec la Suède qui a mis en place cette politique-là dans les années 90 et qui a inscrit au cœur d'une grande réforme fiscale d'ensemble les problématiques environnementales au cœur de cette réforme fiscale. Et cette réforme s'inscrivait dans un contexte de fort déficit budgétaire avec 10% de déficit, 10% du PIB et des niveaux de prélèvements obligatoires extrêmement élevés. En mettant au cœur de la réforme fiscale des enjeux environnementaux, elle a donc mis en place des redevances sur les émissions polluantes pour répondre à ces problématiques environnementales avec des niveaux de taxation extrêmement élevés qui ont donc généré des recettes fiscales environnementales qui, celles-ci, ont été ensuite redistribuées sous la forme d'allègements pour permettre une redynamisation de l'économie suédoise. Ce qui a permis en Suède à la fois d'obtenir
un impact environnemental positif, puisque on a pu réduire en 6 ans 30% des émissions d'oxyde d'azote. Et puis aussi un avantage économique, puisque le taux d'imposition des entreprises a diminué est passé de 53% à 30%, ce qui n'est pas négligeable, notamment parmi les mesures. Alors plusieurs perspectives peuvent être dessinées. À plus long terme, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin d'abord, si effectivement il y a une fiscalité incitative qui se met en place, les bases taxables s'érodent petit à petit. Alors certes, de manière nuancée selon les produits, est différente. Une assiette taxable qui porte sur des lessives phosphatées va plus rapidement s'éroder que celle sur les carburants. Donc on est sur des durées plutôt de 20 ans sur les carburants, alors que sur des lessives, on va être sur des durées assez rapides d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc cette érosion des bases taxables s'effectue de manière différente selon les produits. Mais néanmoins, si elle s'active comme prévu, ça permet d'activer ensuite un déclin des recettes fiscales environnementales. Et donc une baisse programmée des niveaux prélèvements obligatoires. Alors bien sûr, tout cela se discute. Et puis c'est sous réserve d'équilibrer bien sûr ces enjeux-là avec d'autres problématiques de dépenses publiques. Il faut quand même avoir des principes de réalité. Et puis aussi de se dire demain, une nouvelle substance environnementale polluante, polluante émerge. Et qu'on décide qu'il faut taxer cette émission polluante nouvelle dont on ne connaissait pas l'existence jusqu'à présent, pour justement venir modifier les comportements sur cette substance. De nouvelles taxes environnementales peuvent émerger, venant ainsi compenser celles dont le déclin est amorcé. Une autre perspective plus large est également offerte par le Green Tax Shift. C'est celle de dire que par ce biais-là, on peut essayer de réenvisager autrement la structuration, la façon dont le système fiscal est structuré aujourd'hui, et de réinjecter petit à petit des critères environnementaux à différents niveaux. Que ce soit au niveau de la fiscalité locale, que ce soit au niveau de la fiscalité de l'épargne, pour réorienter vers des investissements plus vertueux. Donc il y a une multitude de pistes qui pourraient être explorées et finalement donner un fil conducteur de réformes à venir. La fiscalité environnementale, pour conclure, doit pouvoir suivre le mouvement initié par des entreprises privées qui déjà ont compris qu'on pouvait concilier développement écologique et développement économique.